de Cyril Delpierre, qui est donc en direct sur Zoom à Toulouse, qui travaille à l'INSERM et qui va nous faire une présentation sur les inégalités sociales de santé. Donc, il est directeur du Centre d'épidémiologie et de recherche en santé des populations sur l'INSERM. Je le laisse prendre la parole. À toi, Cyril. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de vous faire une présentation un petit peu générale sur les inégalités. J'ai essayé de trouver des données de la région Occitanie pour faire plus local. Donc, juste pour préciser un petit peu de quoi on parle quand on parle d'inégalité sociale de santé, on parle de différences systématiques qui sont évitables et importantes dans le domaine de la santé, observées entre les groupes sociaux. Donc, je ne suis pas en train de parler de la précarité, par exemple, que je différencierais du reste de la population. On n'est pas en train d'opposer les plus précaires aux autres, mais vraiment de parler du continuum. Et juste pour préciser un petit peu, même quand on parle de précarité, il faut avoir en tête qu'on fait référence à des populations disparates, puisqu'on peut, par exemple, si on parle des centres domicile fixe, s'adresser à 300 000 personnes, si on en croit les données de la Fondation Abbé Pierre. Mais par exemple, si on parle des allocataires de l'un des 10 minima sociaux, on parle à ce moment-là de plus de 4 millions de personnes. Et enfin, si on parle des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ça concerne presque 9 millions de personnes en France. Donc, même quand on parle de précarité, ça se discute. Et donc, les inégalités sociales de santé mettent en cause des processus et des déterminants qui nous concernent finalement tous. Et pour fixer un peu le cadre, les inégalités sociales sont principalement mesurées par la position socio-économique que l'on aborde par le niveau d'éducation, la catégorie socio-professionnelle ou encore les revenus. Mais il y a d'autres déterminants sociaux de la santé qui sont très peu pris en compte dans nos bases de données, notamment l'orientation sexuelle, mais encore le pays de naissance ou la notion même de genre. Donc, il y a d'autres déterminants qu'on n'arrive pas forcément à bien mesurer dans nos bases de données, mais qui sont aussi importants. La France se caractérise par un gradient social de morbidité et de mortalité particulièrement élevé. Ici, sur cette diapositive, vous avez une comparaison du niveau d'inégalité de mortalité en fonction du niveau d'études. Et vous voyez que ce niveau d'inégalité, il est plus élevé en France que chez ses voisins directs européens, que ce soit la Belgique, l'Angleterre, l'Écosse, le Danemark. Donc finalement, on a un niveau d'inégalité au regard de la mortalité qui est plus élevé en France que chez nos voisins européens. Et la mauvaise nouvelle, je dirais, c'est que quand on regarde ce même travail, qu'on regarde un petit peu les évolutions, donc on regarde ce niveau d'inégalité entre les personnes avec un niveau d'éducation le plus élevé versus ceux qui ont un niveau d'éducation plus bas, on s'aperçoit que ce niveau d'inégalité n'a pas baissé au cours des 30 dernières années chez les hommes. Il a même augmenté, avec une légère baisse sur les dernières années. Quand on regarde ce qui se passe chez les femmes, donc à droite, on voit que ce niveau d'inégalité, il a augmenté et il continue d'augmenter au cours du temps. Et de manière un peu globale, quand on regarde ces figures, on voit que ça a tendance à monter et que donc finalement, les inégalités sociales de mortalité tendent à s'accroître en Europe. Ça a pour conséquence d'avoir ce résultat suivant en termes d'espérance de vie, c'est que si on s'intéresse à l'espérance de vie à 35 ans par sexe chez les cadres et chez les ouvriers, qu'on les compare, on voit que finalement, chez les hommes, quand on compare l'espérance de vie des cadres et des ouvriers, on a 6 ans d'écart d'espérance de vie, que cet écart d'espérance de vie n'a pas bougé depuis les années 80. Il était de la même amplitude dans les années 80 que dans les années 2010. Un autre phénomène intéressant sur cette figure, c'est qu'on s'aperçoit que l'espérance de vie des hommes cadres est la même que l'espérance de vie des femmes ouvrières. Donc, je parle bien de l'espérance de vie classique. Si je parlais de l'espérance de vie sans incapacité ou en bonne santé, je n'aurais pas tout à fait les mêmes résultats. Puisque là, ici, vous voyez, sur cette diapositive, vous avez en vert foncé l'espérance de vie sans incapacité et en vert clair l'espérance de vie avec incapacité. Vous voyez que les cadres ont à la fois plus de chances de vivre longtemps, mais plus de chances de vivre en bonne santé que les ouvriers. Donc ça, c'est vrai dans toutes les catégories. Et que ce soit des incapacités qui soient générales ou qui soient liées, par exemple, à des problèmes physiques ou sensoriels. Et quand on regarde la même situation chez les femmes, on s'aperçoit que les cadres femmes ont plus de chances de vivre plus longtemps et aussi moins longtemps avec des incapacités, quel que soit le niveau d'incapacité que l'on regarde. C'est une carte de l'Occitanie qu'on avait préparée avec nos collègues de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, qui vous montre le niveau de défavorisation en Occitanie. Donc, plus on est bleu, plus on vit dans une zone qu'on appelle un IRIS, qui est l'îlot regroupé pour l'information statistique, qui regroupe en gros 2000 habitants. Plus c'est bleu,
plus on vit dans un iris qui est favorisé, plus c'est rouge, plus on vit dans un iris qui est défavorisé. Vous voyez assez rapidement que au niveau de la région Occitanie, on a pas mal de rouge, notamment dans l'Occitanie Est, où on voit qu'on a des concentrations de populations qui vivent dans des situations qui sont défavorables et qui est importante. On voit aussi qu'il y a des différences en fonction des villes. Ce n'est pas du tout la même sociologie à Toulouse, où on voit qu'il y a une couronne de personnes qui sont plutôt favorisées autour de la ville, qu'on ne retrouve pas forcément aux autres endroits. Donc, il faut avoir en tête que la région Occitanie est particulière puisqu'elle concentre 3 des 10 départements les plus pauvres de France. Et cette inégalité, elle a une conséquence sur la mortalité. Là, vous avez la même carte du taux standardisé de mortalité dans ce que l'ARS appelle les bassins de vie, qui constituent le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à des services communs. Vous voyez que ça colle assez avec la carte qu'on avait tout à l'heure. On avait une concentration juste avant de défavorisation qui était plutôt dans l'Occitanie Est, en littoral, et on voit qu'à Perpignan, Béziers, Narbonne, Nîmes, on a une concentration forte, on a une surmortalité, alors que dans les villes type Toulouse, Montpellier, Albi, on a une sous-mortalité. Donc en fait, rien qu'en croisant des cartes, on s'aperçoit qu'on a un lien assez net entre la défavorisation et la mortalité. C'est encore plus net sur ce que je vous montre ici, où là, on vous montre le taux standardisé de mortalité prématurée, donc avant 65 ans, et la part de la population de moins de 65 ans qui est sous le seuil de pauvreté. Et on voit que plus la part de la population qui vit sous le seuil de pauvreté augmente, plus ce taux standardisé de mortalité augmente. C'est vraiment très linéaire, et donc vous voyez que le taux de mortalité standardisé à Toulouse, il est moindre qu'à Albi, qu'il est lui-même moindre qu'à Montpellier ou à Carcassonne, et que donc les situations les plus difficiles sont effectivement en Occitanie Est. Vous voyez, Carcassonne, Perpignan, Nîmes, Narbonne, Béziers sont des villes qui concentrent un taux de mortalité élevé. Quand on s'intéresse à la mortalité, ça pose aussi la question des causes de mortalité. Donc, de quoi on meurt en France? Qu'est-ce qui peut expliquer ce gradient de mortalité? On meurt principalement de tumeurs et de maladies cardiovasculaires. Donc, je disais juste que les principales causes de mortalité étaient les tumeurs et les maladies cardiovasculaires, et que c'était responsable de la moitié des 600 000 décès que l'on avait en France, et que donc, quand on s'intéresse aux inégalités de mortalité, il faut avoir en tête que les deux principaux contributeurs sont les tumeurs et les maladies cardiovasculaires. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi les déterminants de la santé? Quels sont les facteurs qui expliquent l'état de santé des populations? Je vous ai présenté ici les déterminants principaux que l'on peut différencier en 3 grands types: les comportements, les déterminants socio-économiques de la santé, j'y reviendrai, et les déterminants biomédicaux. Juste pour fixer les idées, les comportements et les déterminants socio-économiques, ils ont une influence forte sur l'incidence des maladies. Donc, c'est vraiment très important sur le développement des maladies. Le système de soins, lui, il a une importance sur la prise en charge et sur le devenir de la maladie une fois qu'elle a été diagnostiquée. Donc, je vais un petit peu décliner ces facteurs. Donc, si on s'intéresse au comportement, je vous montre juste ici la distribution de la prévalence du tabagisme en fonction du niveau socio-économique. Vous voyez assez vite qu'en fonction du niveau de diplôme, on n'a pas la même prévalence de tabagisme, mais ce qui est un petit peu, comment je pourrais dire, triste, ou en tout cas la mauvaise nouvelle quand on travaille dans le champ de la prévention, c'est quand on regarde ces inégalités dans les années 2000, en fonction du niveau d'éducation, elles étaient moindres qu'aujourd'hui. Et donc finalement, après 20 ans de lutte contre le tabagisme et donc d'action de prévention, la résultante de ça, c'est qu'on a réduit la prévalence de tabagisme, mais surtout dans les populations les plus favorisées, qui étaient celles qui en avaient finalement le moins besoin au départ. Donc ça pose des questions sur sur la façon de pouvoir faire de la prévention et d'atteindre les groupes qui en ont le plus besoin. Je vous mets ici les données qui sont les mêmes finalement que celles que je vous présente ici, mais cette fois-ci sur l'Occitanie. On voit finalement que la prévalence du tabagisme elle diminue avec l'âge. Elle est plus élevée quand le diplôme baisse. Elle n'a pas de lien avec le revenu en Occitanie. Elle est très, très, très liée au chômage. Quand on est au chômage, on a plus de risques de fumer, et elle est aussi très liée à la catégorie professionnelle puisque les ouvriers, mais surtout les agriculteurs, les commerçants, les chefs d'entreprise, les artisans sont des populations qui fument le plus dans la région occitanie. Donc, je continue sur les comportements. Ici, je vous présente juste l'obésité, qui est c'est pas véritablement un comportement, mais souvent dans les papiers, on le retrouve dans les comportements de santé. Vous voyez sur cette diapositive que la prévalence de l'obésité est différente en fonction des niveaux des catégories professionnelles et qu'elle tend à augmenter
au fur et à mesure que la catégorie socio-professionnelle diminue. Donc, on voit qu'elle est moins élevée chez les cadres et beaucoup plus élevée chez les ouvriers non qualifiés ou les ouvriers qualifiés. Quand on regarde en Occitanie, donc c'est les sources du baromètre santé 2016, dans le cadre d'un rapport qu'on a fait sur les inégalités sociales de santé en 2018, je vous ai mis la référence à la fin de la présentation. La surcharge pondérale concerne 42,8% des personnes, des adultes en France. Elle est plus fréquente chez les hommes, elle augmente avec l'âge, elle baisse au fur et à mesure que le niveau d'éducation augmente, elle est moins élevée chez les cadres, elle est plus fréquente chez les inactifs, et par contre, elle n'a pas de lien avec le revenu en Occitanie, ce qui veut quand même dire qu'en fonction des indicateurs sociaux qu'on utilise, on n'a pas forcément les mêmes résultats. On n'a pas les mêmes résultats selon que l'on utilise le niveau d'éducation, la CSP ou les revenus. Donc là, je suis sur les déterminants socio-économiques donc de la santé. Cette fois-ci, je ne vais plus m'intéresser au comportement, mais je vais m'intéresser à l'environnement physique et matériel. Donc, quand on s'intéresse à l'environnement physique et matériel, je vais vous présenter juste les deux cercles en rouge en bas, qui représentent finalement la probabilité d'être exposé à au moins 3 produits chimiques dans le cadre de ces catégories professionnelles. Et vous voyez que sur cette figure, et sur ce tableau, pardon, la proportion, c'est assez logique, la proportion de cadres qui sont exposés à au moins 3 produits chimiques est relativement faible. Elle est de 3,9% en 1994 et elle est de 2,7% en 2010. Mais quand vous regardez ce qui se passe dans la catégorie des ouvriers qualifiés, vous voyez que cette proportion est beaucoup plus élevée, elle est entre 20 et 30%, mais de manière inquiétante, vous voyez que cette proportion, au gré des années, au fil des années, augmente, puisque dans l'année 94, cette proportion était de 22%, et elle est aujourd'hui en 2010, en tout cas de 32%. Donc finalement, l'exposition liée à son travail est loin d'être finie et on continue d'avoir des expositions fortes par rapport à son travail. En termes d'exposition, quand je parle de travail, là je vous ai parlé d'exposition chimique, donc des molécules externes qui vont pénétrer notre corps et agir sur notre santé, mais on peut aussi avoir ce que nous on appelle des expositions psychosociales, donc pour faire très schématique, le stress. Et on sait aujourd'hui que les conditions de travail, les relations au travail, l'isolement, les discriminations perçues sont autant de situations qui peuvent activer les systèmes de réponse au stress et que si cette activation elle est chronique, on sait aujourd'hui qu'elle est liée avec l'état de santé, notamment les maladies cardiovasculaires, mais pas que, et que donc finalement, dans les facteurs qui peuvent expliquer les inégalités sociales de santé, ce qu'on appelle les expositions psychosociales sont des facteurs à ne pas négliger. Aujourd'hui, dans la littérature, c'est un facteur qui est un peu mis de côté et il est extrêmement difficile, par exemple, d'avoir des informations sur le stress perçu, sur la qualité des relations au travail, par exemple, dans les différentes cohortes ou bases de données que l'on peut utiliser. Là, je vous montre la situation en Occitanie, sur le travail qu'on avait fait en 2018. Vous voyez qu'on avait 6 types de conditions de travail qui avaient été collectées. Les contraintes physiques intenses, les situations d'exposition à des agents chimiques, la situation d'exposition à des agents biologiques, les contraintes d'horaire atypiques, les contraintes du rythme de travail et les contraintes liées à la fois à une demande psychologique intense et à une faible latitude. Le dernier point est une mesure du stress au travail. Et vous voyez que finalement, en fonction des métiers, c'est pas un scoop, on a un nombre de conditions finalement d'exposition qui varient, puisque vous voyez que les cuisiniers vont cumuler l'ensemble de ces conditions, les aides-soignantes 5, les employés 3, et que finalement, les métiers que l'on retrouve comme étant les plus exposés sont ceux qui appartiennent à des catégories socio-professionnelles qui sont plutôt basses. Et donc finalement, de par son travail, on est exposé, notamment en Occitanie, à des contraintes fortes. Pour finir, je vais me concentrer sur les déterminants biomédicaux. Donc, j'imagine que je discute avec des gens qui viennent notamment du milieu de la santé. Je voulais juste un peu fixer les idées. Ça, c'est un travail qui a été fait par l'OCDE pour montrer finalement quel serait le gain d'espérance de vie si on augmentait de 10% les dépenses ou l'investissement dans différents domaines. Donc, vous voyez que si on augmentait les dépenses de santé de 10%, on augmenterait l'espérance de vie de 3 mois et demi. Donc, ce n'est pas rien. Mais quand on regarde d'autres facteurs, on s'aperçoit que si on augmentait les revenus de 10% ou le niveau d'éducation de 10%, on augmenterait, si je fais l'addition,
l'espérance de vie de plus de 5 mois, de 5 mois et demi, en gros. Et donc, finalement, on a plus à gagner en termes d'espérance de vie à investir sur les conditions de vie ou les conditions sociales que finalement dans les dépenses de santé. Et nos collègues québécois ont fait un calcul à ce sujet, ont montré que sur les 30 ans d'espérance de vie gagnée lors du siècle dernier, il y en a 8 qui sont attribuables à l'amélioration du système de soins et il y en a 22 qui sont attribuables à l'amélioration des conditions de vie, de l'environnement et des habitudes de vie. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que souvent, quand je parle d'inégalité sociale de santé, on me parle du soin. Et en fait, le soin est une partie importante, mais loin d'être majoritaire, de notre état de santé. Notre état de santé est d'abord expliqué par nos conditions de vie. Je vous ai présenté ici l'ensemble des étapes dans un parcours de soins où on a retrouvé des inégalités sociales. Il y en a tout le long de la chaîne de prise en charge. Là, je vous ai pris l'exemple des cancers, mais c'est vrai pour beaucoup de pathologies chroniques. On a des inégalités par rapport au risque d'apparition d'une maladie, les cancers, mais aussi sur la probabilité d'être dépisté ou diagnostiqué précocement. Et ensuite, on voit aussi des inégalités se construire sur la façon dont on est traité, dont on est pris en charge, dont on a accès à l'innovation. Donc ça, c'est un travail qu'on avait fait sur les essais de phase 1. Et donc, in fine, l'accumulation, l'enchaînement de ces différentes inégalités aboutit évidemment à des différences sociales de survie et de mortalité. Je vous présente juste un travail qu'on avait fait dans la région Occitanie. Alors, c'était la région Midi-Pyrénées, plus exactement, donc c'était Occitanie-Ouest. On s'était intéressé à différents marqueurs du système de soins. Et là, vous voyez, vous avez en abscisse le niveau de défavorisation. On avait coupé en 10. 10 étant le fait de vivre dans un endroit très défavorisé, et 1, c'est le fait de vivre dans un endroit favorisé. Vous voyez qu'il y a beaucoup de facteurs, de marqueurs qui sont associés au niveau de défavorisation. On consulte moins de médecins généralistes quand on habite dans des zones qui sont moins favorisées. On consulte moins de gynécologues. On va moins souvent chez le dentiste pour des soins conservateurs, mais on y va beaucoup plus souvent pour des extractions dentaires, probablement parce qu'on consulte plus tard. Et vous voyez en dessous que sur les dépistages, les gradients sont encore plus nets. On a un dépistage, que ce soit la mammographie ou le frottis cervico-utérin, qui diminue au fur et à mesure que la défavorisation augmente. Donc, on a un lien très fort, très net, une corrélation très nette entre le niveau de défavorisation et plusieurs recours aux soins. Là, je vous montre un autre travail qu'on avait fait cette fois-ci sur l'accès à un spécialiste dans le cadre du diabète. Et on voit que cette probabilité, elle varie en fonction du niveau de défavorisation, mais aussi en fonction des zones dans lesquelles on habite. Ici, on avait séparé Toulouse d'autres aires urbaines hors Toulouse, et puis finalement, on avait mis à droite le milieu rural. On voit assez vite que l'accès aux spécialistes est vraiment très différent en fonction du niveau de défavorisation quand on habite à Toulouse, mais que quand on habite hors Toulouse, que ce soit dans des aires urbaines ou dans des aires rurales, la probabilité d'accéder à certains types de spécialistes, donc ici, ophtalmo dans le cas du diabète, est clairement différente. Donc, il y a, en plus des inégalités sociales, des inégalités territoriales marquées. Là, j'avais décidé de vous présenter le recours au dépistage, notamment VIH, dans l'idée que ça pouvait particulièrement vous intéresser. Donc, dans les données de la région Occitanie, vous voyez que la proportion de personnes ayant déjà fait un dépistage de l'infection par le VIH varie en fonction de différentes conditions. Elle diminue à partir de l'âge de 55 ans. Donc, plus on avance en âge, moins on fait de dépistage. Elle augmente significativement avec le niveau de diplôme et elle est plus élevée chez les inactifs. Donc, on se retrouve dans des situations où, finalement, on a une situation où le niveau de diplôme en particulier joue sur le fait de se faire dépister pour le VIH. Donc, ça montre à quel point les conditions sociales, en particulier le niveau d'éducation, est un marqueur extrêmement important de nos conduites de dépistage et finalement de prévention. Là, cette fois-ci, c'est sur les cancers. Et donc, je vous ai présenté, alors je ne vois pas le titre de la diapo à cause de mon écran en haut, mais vous voyez ici, pour la prise en charge pour les stades de dépistage, de mémoire, où finalement, vous avez par rapport aux colonnes bleu foncé qui sont les colonnes de référence, que ces probabilités de dépistage tardif ne sont pas les mêmes. Elles sont plus faibles quand on est favorisé, elles sont plus faibles quand on est dans certaines catégories d'âge qui sont ciblées par le dépistage. Mais là, c'est surtout ces résultats-là que je voulais vous montrer, c'était qu'en fonction du niveau de défavorisation, on n'avait pas du tout
la même situation face à la probabilité de se faire dépister précocement ou tardivement face à différents types de cancers. Donc, en synthèse, on a d'importantes inégalités sociales de santé en France qui sont très largement, très fortement impactées par le niveau d'éducation. Quand on parle d'inégalité sociale en France, et j'ai souvent entendu que finalement, en termes de revenus, on était dans une situation qui était finalement plus favorable qu'aux États-Unis, ce qui est vrai, mais on oublie souvent qu'on est dans un pays qui est extrêmement inégalitaire en termes d'éducation. Juste pour vous fixer les idées, il faut 6 générations pour qu'un enfant d'ouvrier atteigne le niveau cadre, 6 générations, ce qui est monstrueux par rapport à nos voisins européens. Et cette inégalité en termes d'éducation, elle a un impact très très fort sur nos comportements de santé. Ces inégalités sociales de santé, elles sont la résultante d'exposition à de multiples facteurs de risque qui sont socialement différenciés, mais aussi, c'est des travaux qui sont plus récents, qui montrent que la susceptibilité à une même exposition pourrait être socialement différenciée. C'est-à-dire que de fumer 10 cigarettes par jour, ça n'a pas le même impact en fonction des groupes sociaux ou le fait de boire la même quantité d'alcool. Et donc, on commence à avoir des travaux qui montrent que la même dose n'a pas le même effet selon que l'on s'intéresse à différents groupes sociaux, parce que l'état inflammatoire n'est pas le même, parce que l'état physiologique global n'est pas le même, et que cette situation-là fait que une même exposition peut être plus ou moins délétère en fonction des groupes. Et évidemment, ces inégalités sociales de santé, elles sont aussi la résultante d'inégalités sociales dans le parcours de soins. Il y a un rôle majeur des conditions de vie, et donc finalement, ces conditions de vie, elles devraient être mieux intégrées par les politiques publiques. On devrait faire de la santé dans toutes les politiques publiques. La santé n'est pas uniquement la prérogative du ministère de la Santé. Elle devrait être intégrée dans l'ensemble des ministères qui touchent de près ou de loin à nos conditions de vie, et aussi par le système de soins. Aujourd'hui, le système de soins est très mauvais pour faire de la prévention. Le système aujourd'hui médical tel qu'il est construit, il est construit pour être très très bon au niveau curatif, mais très très mauvais en termes de prévention. Et donc finalement, on paye aujourd'hui la façon dont a été construit notre système de santé. Et ces inégalités sociales, elles devraient être aussi prises en compte dans la prise en charge. Il y a des travaux qui commencent à sortir, je suis vraiment prudent, mais qui montrent par exemple que certains traitements pourraient avoir des performances différentes en fonction des conditions de vie. Ça a été montré sur la dépression. Certains antidépresseurs ont une efficacité qui est moins bonne chez des gens qui ont connu des abus sexuels, par exemple, ou physiques quand ils étaient enfants, ou qui ont eu des expositions à des stress multiples. Et en cancérologie, notamment chez les animaux, ça c'est les résultats animaux, on montre que les immunothérapies n'ont pas du tout le même résultat selon que les souris ont été stressées ou pas stressées. Donc, il y a probablement une intégration à faire des conditions de vie dans l'efficacité même des traitements. Mais aujourd'hui, on n'a pas de politique contre les ISS, en dehors de politiques spécifiquement centrées sur la précarité. Et comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas la même chose que les inégalités sociales de santé. Et donc, on a un besoin urgent de proposer des interventions qui fonctionnent. Ça passe par le développement de la recherche interventionnelle en santé des populations. Et on a besoin d'augmenter la visibilité de la problématique des inégalités sociales de santé, qui passe d'abord et avant tout par la collecte et l'exploitation des données sociales dans les dossiers médicaux. Et donc aujourd'hui, on n'a pas accès à des informations sociales, que ce soit dans les dossiers médicaux, que ce soit dans les bases médico-administratives, ce qui nous empêche de pouvoir véritablement travailler autant que l'on aimerait et qu'on devrait sur la dimension des inégalités sociales de santé. Donc c'est véritablement important de pouvoir mesurer les choses si on veut les comprendre, les décrire et pouvoir agir contre. Et donc, on n'a pas de données sociales dans les informations médicales. Pourquoi ? Parce que c'est souvent considéré par nos collègues cliniciens comme des informations qui ne sont pas jugées cliniquement intéressantes ou qui sont parfois jugées comme étant sensibles. Et donc, finalement, on a peu d'informations, ce qui aboutit à finalement être dans l'incapacité de pouvoir répondre de manière aussi rapide que l'on aimerait sur des thématiques importantes d'inégalité. Je n'illustrerai cette thématique que par le Covid ou sur l'épidémie de Covid. On n'a pas de base qui croise les données sociales et l'infection, et donc on a dû attendre la mise en place d'études ad hoc et les résultats de ces études ad hoc, notamment l'étude EPICOV, pour pouvoir avoir les premiers résultats. Donc on a eu les premiers résultats en octobre 2020 qui décrivaient ce qui s'était passé pendant le premier confinement. 6 mois après, c'est trop tard. Et donc, pour pouvoir combler ça, il faudrait qu'on ait données sociales dans les dossiers médicaux et de façon à pouvoir travailler. Et sur le Covid, on n'a pas, dans la cohorte qui s'appelle French Covid, d'informations sociales qui ont été collectées dès le début, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans l'incapacité de décrire l'évolution du Covid
à l'hôpital selon les caractéristiques sociales des individus. Je vous remercie pour votre attention et je vous mets la source de beaucoup de graphiques que je vous ai présentés aujourd'hui, qui est ce rapport donc, sur les inégalités sociales en Occitanie qu'on avait publié en 2018, dans lequel vous pourrez trouver de multiples tableaux et figures sur la situation particulière de l'Occitanie vis-à-vis des inégalités sociales. Je vous remercie pour votre attention.